Donc bonjour, merci de m'avoir convié à ce débat. L'Union européenne est-elle libérale ou socialiste? En fait, on entend souvent les deux versions. C'est-à-dire que, évidemment, chaque camp libéral ou socialiste a tendance à faire prévaloir la vision opposée. C'est-à-dire que les libéraux disent que l'Union européenne est socialiste. Les socialistes et les étatistes disent que l'Union européenne est libérale. En général, ils disent ultra-libérale pour encore plus marquer le coup. Euh, bon, ma vision que je vais développer après avec l'Union européenne, si elle avait des éléments à la fois socialistes et libéraux qui s'affrontaient en son sein, a pris un tour socialiste depuis 1992, le traité de Maastricht, et notamment depuis la crise financière de 2008. Euh, Bien sûr, donc, mon propos, ce ne sera pas de dire que l'Union européenne n'est que socialiste. Il y a, encore une fois, même aujourd'hui, il y a des éléments libéraux qu'on peut détecter dans l'Union européenne, mais il y a quand même une tendance nette vers une voie vers la social-démocratie, vers le socialisme, et c'est ça que je vais m'attacher à démontrer. Il y a un certain nombre d'arguments en ce sens. Il y a des exemples aussi qui n'auront pas forcément force d'arguments, mais quand même qui seront là pour prouver que les choses ne sont pas si simples. Alors, juste avant de donner la parole à mon contradicteur, je rappelle que l'un des fondateurs, Jean Monnet, était aussi au commissariat général du plan, donc la planification, qui n'est pas typiquement libérale. Je pourrais aussi faire de l'étymologie, rappeler que la construction européenne, donc le constructivisme inhérent à l'Union européenne, à la communauté européenne, puis à l'Union européenne, n'est pas non plus essentiellement libéral. Et puis on pourra parler des développements récents de l'Union européenne, le déni des référendums, qui non plus ne va pas dans un sens du respect des libertés. Je pourrais aussi, avant de céder la parole, rappeler une citation de Othmar Karas, vice-président du groupe du Parti populaire européen, donc, auquel appartient l'UMP au Parlement européen, qui disait: le but de l'Union européenne auparavant c'était le libre marché, aujourd'hui c'est l'économie sociale. C'est intéressant de le savoir, d'autant que ça ne vient pas en principe d'un antilibéral farouche. Et je m'attacherai à démontrer avec d'autres faits récents que les choses ne sont pas aussi simples qu'on veut bien nous le dire, car il faudra insister sur ce point. La vision dominante donnée dans les relais d'opinion français, c'est que l'Union européenne est plutôt libérale. Voilà. Merci. Évidemment, enfin, la question de savoir si l'Union européenne est libérale ou socialiste surprend, parce que c'est un peu comme si on se posait la question de savoir si le pape était communiste. C'est-à-dire qu'à l'évidence, l'Union européenne est construite par des libéraux pour le libéralisme, mais pour être très précis, pour servir un certain nombre d'intérêts étroits, qui sont des intérêts économiques, dont la théorie libérale sert en l'occurrence. Et ces intérêts précis sont extrêmement bien représentés dans les traités dès le début des traités, dès le traité Rome de 1957. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'Union européenne, ce que j'essaye aussi de démontrer dans mon petit livre, l'Union européenne est essentiellement une machine à produire du droit. Une machine à produire du droit qui est celui de la concurrence. Le seul droit efficace qui est mis en place par l'Union européenne, c'est celui de la concurrence, et tout le reste, absolument tout le reste, est subordonné à la concurrence. Donc à partir de là, évidemment, on peut dire que l'Union européenne, dans la mesure où la concurrence et le libre-échange est l'alpha et l'oméga de son moteur, c'est-à-dire que c'est comme ça et c'est pour ça qu'elle avance, évidemment, elle est au service d'un certain nombre d'intérêts qui sont des intérêts privés, des intérêts financiers, des intérêts des grandes entreprises, et ceux qui la promeuvent sont évidemment des libéraux. À partir de là, bien sûr, il ne faut pas se tromper non plus, et l'histoire nous montre que le libéralisme prospère à l'abri des structures publiques. Le fait que Monnet ait appartenu au commissariat du plan
ne change rien au fait que par ailleurs il avait des liens très forts avec la banque, mais ça ne change rien non plus au fait que c'est pas parce qu'on fait partie d'une structure d'État que profondément on en sert les intérêts ou en tous les cas les valeurs. Ce qui est simple, ce qui est évident, pardon, c'est que l'Union européenne, c'est une machine effectivement administrative, mais une machine administrative qui sert le libéralisme. Ce qui n'est pas, encore une fois, quelque chose de très surprenant. On a déjà beaucoup d'exemples de ça, y compris dans nos pays. Alors, évidemment, cette machine administrative au service d'intérêts privés extrêmement précis, extrêmement étroits, n'est pas au service des populations. Donc il est clair qu'on se rejoint pour dire qu'en effet, lorsqu'il s'agit des libertés, l'Union européenne n'est pas là, et lorsqu'elle a refusé de reconnaître ce qui s'est passé au moment du référendum, eh bien, elle a montré là son indifférence totale aux principes démocratiques. Merci. Bon, je note quand même une petite confusion sur la fin de l'argumentaire de mon contradicteur qui dit que l'Union européenne n'est pas au service des libertés. Dès lors, on peut se demander en quoi elle serait libérale, si on fait de l'étymologie encore une fois. Moi, je note surtout une confusion assez grande dans l'opinion en général entre le libéralisme et puis le capitalisme et l'argent. C'est-à-dire que, en gros, si les banques sont favorables, si l'Union européenne est favorable aux banques, eh bien, c'est que l'Union européenne est favorable au libéralisme. Bon, les choses ne sont pas aussi simples, et moi, j'ai beaucoup entendu d'évidence dans l'argumentaire de mon contradicteur, qu'il est évident que l'Union européenne est libérale, que tout ça repose sur des évidences, mais depuis le début de la crise financière en 2008, les eurocrates, donc par exemple Michel Barnier, commissaire européen au marché intérieur, se sont attachés à promouvoir la régulation financière. Alors régulation, comme chacun le sait, l'Union européenne est basée sur un modèle anglo-saxon, au moins au plan linguistique, c'est la langue numéro 1. Et regulation, en anglais, ne veut pas dire régulation, ça veut dire réglementation. Donc l'Union européenne, comme l'a dit à juste titre Frédéric Vial, produit des règlements. Et des règlements, on pourra trouver un certain nombre de libéraux qui trouvent qu'à partir du moment où on réglemente, on n'est plus dans le libéralisme. Je peux citer Pascal Salin, qui s'est déjà exprimé sur cette question. À partir du moment où on réglemente la finance, déjà sur le plan économique, on n'est plus dans le libéralisme. Mais il y a quelque chose de plus grave, c'est cette réduction par les antilibéraux ou par les non-libéraux du libéralisme à sa seule dimension économique. En gros, le libéralisme, c'est la liberté des marchés. Bon, d'ailleurs, on ne sait pas bien ce que c'est que les marchés, c'est jamais bien défini, mais on oublie son pendant politique. Et la liberté politique, alors là, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, mais on n'en aura pas la même interprétation. La liberté politique, c'est l'autre versant du libéralisme. C'est pas sur ça qu'on sera d'accord, mais on sera d'accord sur le fait que l'Union européenne ne respecte pas les libertés politiques, et notamment la liberté des peuples d'appartenir ou non à l'Union européenne. Exemple récent, l'Irlande qui refuse le traité de Lisbonne et qui se le voit en gros contrainte de le revoter un an après. On n'est pas dans le libéralisme dans ce cas. Il y a aussi une autre chose qu'il faut signaler, c'est que le fait que l'Union européenne soit au service de certains intérêts financiers, de certains intérêts bancaires, d'entreprises, n'est pas forcément non plus un signe de libéralisme. Alors j'ai amené avec moi un hors-série du Cri du contribuable auquel j'appartiens. Barroso consacre 95% du budget de l'Europe aux subventions. Donc les subventions, pour un libéral classique en tout cas, c'est quelque chose d'absolument incompatible avec les principes du libéralisme. Puisque, en gros, l'État, qu'est-ce qu'il fait quand il subventionne? Il prend de l'argent à Pierre pour le donner à Paul. Donc il y a un moment où il y a une taxation, et puis un autre moment où il y a une redistribution qui distord les marchés, et donc aussi bien au plan politique qu'au plan économique, l'Union européenne est clairement antilibérale. Oui, c'est vrai que dans ce genre de débat, on a toujours intérêt à clarifier un petit peu les concepts et les mots.
il est certain que le libéralisme, c'est un peu comme l'ultra-gauche, il y a beaucoup de définitions et beaucoup d'acceptions. Moi, plutôt que de rentrer dans des considérations théoriques de savoir ce que pense ou ne pense pas tel ou tel penseur libéral ou néolibéral, puisqu'il y a aussi ces différences-là, je préfère regarder quelle est la situation concrète de ce que fait l'Union européenne. Et regardant les textes, je vois des choses très simples, en effet. Enfin, je veux dire, non, elles ne sont pas simples, elles sont en effet très compliquées, mais elles tendent toutes vers la même chose. Je vois une directive service qui tend à libéraliser les prestations de services. Je vois une réglementation qui tend à libéraliser les prestations de services publics. Je vois des réglementations qui libéralise le commerce interne dans le marché intérieur, qui libéralise le commerce international à travers les accords internationaux. Bref, je vois une machine à libéraliser. Alors évidemment, ça peut paraître paradoxal de voir qu'une machine publique, puisque c'est une machine publique, sert à libéraliser. C'est pas du tout paradoxal, encore une fois. La dérégulation n'est pas une déréglementation, c'est une manière de re-réglementer, de réglementer autrement et de réglementer en servant des intérêts qui sont les intérêts du libre-échange, les intérêts de la concurrence. Le libre-échange et la concurrence, il n'y a pas monsieur libre-échange et madame concurrence. Il y a des entreprises derrière, il y a effectivement des marchés financiers qui en sont les bénéficiaires. Alors, à partir de là, effectivement, qu'est-ce que fait l'Union européenne? Elle mène des politiques et elle sert à ça que les États n'osent pas mener à l'intérieur de leurs frontières sous peine d'être désavoués et constamment en tenant le discours, si on mène des politiques de libéralisation des services publics, de la santé, de l'éducation, etc., c'est parce que l'Union européenne nous y oblige, parce qu'on est 27 et qu'on ne peut pas faire autrement. Bon, évidemment, tout ça c'est du discours à usage interne. L'Union européenne, en fait, se conçoit comme étant un carcan, c'est-à-dire un carcan pour les populations, mais une aubaine pour les grandes entreprises, le big business. Et c'est là où on peut parler de libéralisme, ou en tous les cas de libéralisation. Alors, il y a un mot peut-être qui serait plus précis, ça serait le mot de marchandisation. C'est-à-dire que si on veut être extrêmement précis sur ce que fait l'Union européenne, elle marchandise tout. Elle fait en sorte, par une réglementation prolifique, en effet, elle fait en sorte que toutes les activités humaines, quelles qu'elles soient, y compris celles qui jusque-là échappaient au marché, n'y échappent plus. Et de ce point de vue-là, on peut dire que tout cela est fait au nom de la concurrence, et donc on est bien, effectivement, dans la promotion du néolibéralisme à tout craint. Alors, je note que mon contradicteur a dit qu'il fallait essayer de s'extraire des débats théoriques, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où on utilise des concepts, on ne peut pas s'en extraire des débats théoriques, puisque on accole au libéralisme des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Peu importe effectivement que tel ou tel penseur libéral pense ceci ou cela, par contre, il faut quand même à un moment que nous nous accordions sur la signification de ce qu'est le libéralisme. On ne peut pas à la fois dire que l'Union européenne, eh bien, effectivement, encadre, réglemente, prend des directives, et puis en même temps lui reprocher de libéraliser à tout craint. Il y a quand même une contradiction qu'on peut voir, par exemple, avec la fameuse harmonisation fiscale. Alors, les européistes, les eurocrates sont assez doués pour utiliser des mots qui passent mieux auprès de la population. On parle d'harmonisation pour ne pas parler d'uniformisation. L'uniformisation, c'est quoi? C'est qu'on va en gros imposer une même taxation dans tous les pays européens. Il y a eu un exemple récent avec la taxe sur l'électricité que vous pouvez voir, la taxe locale sur l'électricité que vous pouvez voir sur votre facture. L'Union européenne jugeait que l'État français laissait trop de liberté aux collectivités territoriales. Certaines pouvaient ou non l'adopter. L'Union européenne a dit toutes les collectivités territoriales taxeront
l'électricité en Europe et notamment en France, puisque c'était la France qui était récalcitrante. Je ne vois pas où est le libéralisme avec une structure qui oblige les États, enfin les collectivités locales, à taxer. Il n'y a pas de libéralisme là-dedans. Donc cette harmonisation fiscale, puisqu'on parle d'argent, pour l'instant ça tourne essentiellement autour de l'économie, eh bien on est en fait typiquement dans un cadre qu'on pourrait qualifier de social-démocrate, de socialiste si on est un peu provocateur, mais les libéraux, dont je me targue de faire partie, ne prônent absolument pas l'harmonisation fiscale au niveau européen. Ils prônent au contraire la concurrence fiscale. Voilà, je voulais aussi dire, rappeler, je l'ai déjà dit, mais je regrette que ces débats finissent par ne tourner qu'autour de l'économie. Certes, l'Union européenne ne s'occupe que d'économie, ça c'est vrai. Elle réduit en fait tout à des questions économiques. Mais le problème, c'est justement qu'elle fait l'impasse, elle fait fi du versant politique de la liberté, sur lequel elle s'assoit. On l'a vu effectivement, je parlais des référendums irlandais, il y a aussi les référendums français et néerlandais de 2005. Elle fait fi de la liberté politique. Et donc, j'aimerais qu'à un moment, on considère aussi qu'en fait, qu'on arrête d'adopter les raisonnements de l'Union européenne. L'Union européenne réduit tout à l'économie, mais nous n'avons pas à le faire, puisque c'est aussi les libertés politiques qu'il faut défendre contre l'Union européenne. Tout réduire à l'économique est une décision politique. Et donc fondamentalement, lorsqu'on parle des choix qui sont menés par des politiques qui sont menées par l'Union européenne, y compris lorsqu'on parle des politiques économiques, y compris lorsqu'on parle des politiques de libéralisation menées, on parle de politique bien entendu, et bien entendu on parle des choix des peuples qui sont contraints par ces politiques fondamentalement. Lorsque par exemple il est question d'harmonisation fiscale et de concurrence fiscale, évidemment si on est pour la concurrence fiscale, et c'est le choix des traités européens d'être pour la concurrence fiscale, puisque aujourd'hui l'harmonisation fiscale ne porte que sur la TVA et quelques autres taxes additionnelles. Pour le reste, la concurrence fiscale est de mise au sein de l'Union européenne. Ça veut dire, dès lors qu'on est pour la concurrence fiscale, on est pour le fait que les pays jouent entre eux pour essayer d'attirer les investisseurs, y compris en écrasant au maximum les impôts nationaux. Dès lors qu'on est dans des politiques qui écrasent au maximum les impôts nationaux, on prend des choix qui sont des choix politiques, bien entendu, de non-financement d'un certain nombre de services publics, et donc on prend des choix politiques et sociaux. Donc il y a vraiment un lien absolument complet entre les deux, et la démonstration, s'il en fallait une, que l'Union européenne est bien libérale, c'est précisément dans la concurrence fiscale qu'elle permet. Aujourd'hui, si l'Union européenne connaissait une fiscalité semblable pour tous, on n'aurait pas des différences aussi considérables entre d'une part l'impôt sur les sociétés qui tourne autour d'une trentaine de pourcents dans des pays comme l'Allemagne et la France par exemple, quoique l'Allemagne a beaucoup descendu ses impôts sur les sociétés, et l'Estonie où l'impôt sur les sociétés, en tous les cas sur les bénéfices réinvestis, est de 0%. Il y a véritablement là une différence et une concurrence fiscale qui est effectivement le signal, enfin je veux dire un signal de plus s'il en fallait, en plus de tout le reste, c'est-à-dire de toutes les politiques qui sont explicitement menées de libéralisation, c'est-à-dire de mise en concurrence de tout contre tous, qui montrent que l'Union européenne effectivement est libérale. Maintenant, la véritable question qui se pose effectivement, et qui est la question fondamentale, c'est bien la question démocratique, puisque c'est bien la question démocratique que pose l'Union européenne. Finalement, l'Union européenne est utilisée comme un moyen pour imposer un certain nombre de décisions. Alors évidemment, on n'est pas d'accord les uns et les autres sur la portée de ces décisions, ni sur la nature des décisions qui sont portées, mais en tous les cas, on peut constater une chose simple, c'est qu'à partir du moment où l'Union européenne et les gouvernements de l'Union ne reconnaissent pas les résultats des référendums, et là-dessus on va être d'accord, on n'est plus dans un système de liberté. Je fais juste une parenthèse sur cette histoire de liberté. Le libéralisme, ce n'est pas la liberté politique. Après tout, le Chili
n'a jamais été, le Chili de Pinochet n'était pas un modèle de liberté politique, et les Chicago Boys, qui sont des ultra-libéraux américains, y ont prospéré en son temps. Donc on peut distinguer sans très grande difficulté l'un et l'autre des concepts. Alors je note que vous avez employé deux concepts, néolibéraux et ultralibéraux. Ça sort d'où ça? Ça sort de ceux qui ont voulu discréditer le libéralisme. Néolibéral, vous pouvez regarder dans tous les manuels de libéralisme, d'histoire des idées libérales, le néolibéralisme, ça n'existe pas. L'ultralibéralisme non plus, qui aurait intérêt à se dire ultra? À part les royalistes de 1814, personne. Donc il faut aussi savoir de quoi on parle. Le Chili, je ne défends pas le Chili de Pinochet. Effectivement, pas de liberté politique, donc pas de liberté, donc ce n'est pas un régime libéral. Évidemment, la tentation qu'ont beaucoup d'Européens, et notamment de Français, c'est de s'imaginer qu'on peut couper la liberté en deux, entre son versant économique et son versant politique, pour jeter aux oubliettes le versant économique et dire, bon bah voilà, nous, la liberté qu'on aime, c'est la liberté politique. Ça me fait un petit peu penser au client qui va chez sa crémière et qui voudrait le beurre et l'argent du beurre, et le reste, la fameuse plaisanterie se termine par le postérieur de la crémière. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de liberté politique sans liberté économique. À partir du moment où la propriété de l'individu, des individus, n'est pas assurée, et elle n'est pas assurée dans l'Union européenne, je vais y revenir, il n'y a pas de liberté politique. C'est quand même, il faut quand même bien en être conscient, parce que c'est là-dessus que tous les régimes non libéraux, et donc non libéraux sur le plan politique, ont commencé. Ils ont commencé par taxer, par exproprier. Ça a été le cas en URSS, ça a été le cas sous la République jacobine. Alors pourquoi l'Union européenne n'est pas libérale économiquement? Pourquoi elle harmonise, elle uniformise fiscalement? J'ai juste un exemple très récent. Au lendemain des régionales perdues par Nicolas Sarkozy, Sarkozy a dit qu'il conditionnait l'adoption de la taxe carbone à un accord européen. Alors là, la réaction des analystes politiques, ça a été de dire « Ah bah il n'y aura pas de taxe carbone ». Bien. Manque de peau pour eux, la Commission européenne a remis un rapport où elle dit qu'il faudrait mettre en place une taxe carbone au niveau européen, et qui serait taxée à 20 € la tonne de CO2 et non plus 17 comme dans le cas français. Encore une fois, je ne vois pas vraiment où est le libéralisme là-dedans. Hein. C'est quand même, à partir du moment où on met n'importe quoi dans le libéralisme, effectivement, on peut dire que l'Union européenne est libérale. Mais si on s'en tient à sa définition classique, c'est-à-dire la liberté, donc toutes les libertés, tous les versants que prend cette liberté, il n'y a pas lieu de dire que l'Union européenne est libérale. Un autre exemple qui a fait beaucoup de bruit, c'est la crise grecque. L'Union européenne, en violation de ces traités, a été le théâtre d'une mise en place d'une sorte de cartélisation des dettes par un fonds en fait, de soutien à tous les États européens, qui allait donc à l'encontre de ces traités, qui allait aussi à l'encontre des principes du libéralisme sur son versant économique. Là encore, je ne vois pas vraiment où est le libéralisme là-dedans. Et je voulais juste, pour terminer cette intervention, tout simplement rappeler une chose qu'on oublie souvent, qu'on déforme, c'est quand on parle de politique agricole commune. Moi, j'ai déjà entendu des hommes politiques parler de la politique libérale de l'Union européenne en matière d'agriculture. Politique agricole commune, c'est quand même une forme d'administration de l'agriculture qui repose donc sur des subventions, lesquelles subventions ont été prélevées au départ sur les contribuables européens. C'est tout sauf du libéralisme. C'est appelé par les adversaires du libéralisme comme une politique libérale. Effectivement, il est difficile de s'entendre à partir du moment où on déforme le sens des mots. Oui, évidemment, l'histoire... Enfin, évidemment, non, c'est pas évident. Sur l'éternel débat entre la liberté politique et la liberté économique, il ne serait pas possible de scinder,
l'histoire a de fait tranché. Et elle a tranché dans un sens, non pas seulement en URSS, mais aussi, mais aussi en France, par exemple. Lorsque, en 1947, la Constitution dit qu'il y a un certain nombre de droits qui existent et que ces droits ne sont pas seulement ceux de 1789, c'est-à-dire ne sont pas seulement ceux des droits qui consistent à pouvoir aller et venir, à exprimer une opinion et à exercer les droits de la liberté dite formelle, c'est-à-dire avoir cette possibilité extrêmement précieuse de pouvoir donner son opinion, débattre, etc., mais que ça consiste également à avoir les possibilités de la mise en œuvre de ces droits, et que les possibilités dans la mise en œuvre de ces droits, ça veut dire concrètement à un moment donné qu'il y ait un service public de l'éducation, un service public de la santé, un service public qui couvre les travailleurs salariés âgés et qui sont à la retraite. À partir de ce moment-là, le débat entre la liberté et la non-liberté, la scission entre les libertés politiques et la scission entre les libertés économiques est tranché. Parce que ça veut dire tout simplement que si on a, pour une raison purement idéologique, cette idée de dire que la liberté économique, c'est forcément de la liberté politique, alors ça veut dire qu'on n'accepte plus du tout l'idée selon laquelle on pourrait mettre à la disposition des populations les moyens de l'exercice concret des droits. Et c'est ce qui, en tous les cas, personnellement m'intéresse, mais pas moi seulement, c'est ce qui, globalement, est intéressant, c'est l'exercice concret des droits, c'est pas seulement la théorie de la liberté. À partir de là, pour revenir aux politiques de l'Union européenne, on peut toutes les prendre les unes effectivement derrière les autres, et il y a quelque chose qui peut paraître paradoxal, c'est que comment est-ce que la politique agricole commune, puisqu'il était question de ça, comment est-ce qu'on peut dire en dépit de ça que l'Union européenne est libérale? Bon, assez simplement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la politique agricole commune, alors qu'effectivement elle était interventionniste il y a simplement quelques années, vise maintenant à ramener l'Union européenne dans un système de concurrence. Et ramener l'Union européenne dans un système de concurrence, avec toutes les conséquences que ça veut dire en termes de problèmes agricoles, y compris de problèmes sociaux en agriculture, c'est ça que fait aujourd'hui l'Union européenne. Alors, y compris sur ce point-là où au départ, effectivement, elle était interventionniste, et ça, ce serait contraire à l'histoire de ne pas le reconnaître, y compris là-dessus, maintenant, elle mène une politique qui va, enfin elle mène, la Commission mène une politique et les États membres mènent une politique qui accentue la concurrence considérablement. À partir du moment où on a des politiques dont l'optique c'est la concurrence Uber-Alles, eh bien évidemment on est forcément, on appellera ça comme on voudra, non, on peut appeler ça par le mot qui existe, on est dans le libéralisme. Alors, néolibéralisme, pourquoi néolibéralisme? Parce que, en effet, si aujourd'hui on demandait aux libéraux du XVIIe siècle, aux libéraux classiques du XVIIe siècle, ce qu'ils pensaient des libéraux actuels, évidemment ils n'y reconnaîtraient pas leurs petits. Parce que c'est vrai qu'on est dans ce numéro de duettiste où on a d'un côté la puissance publique qui intervient, éventuellement quand, y compris les banques, ne devraient être laissées en faillite. Et en même temps, on le comprend. S'il n'y avait pas eu d'intervention, je ne défends pas ce qui s'est passé concernant les banques évidemment, mais s'il n'y avait pas eu d'intervention, toute l'activité économique s'arrêtait. Là encore, je crois que pour des motifs d'idéologie et de pureté ou de classicisme dans l'explication de l'idée politique, c'est pas quelque chose à quoi on peut décemment tendre. En revanche, ce qu'on voit bien aujourd'hui avec la crise grecque, c'est que l'Union européenne, comme endroit, comme lieu de solidarité entre les populations, n'existe pas. Ça, c'est une réalité. Et que tout le flanc qu'on nous raconte, toutes les violonnades qu'on nous raconte sur l'Union européenne qui permet que les peuples se rencontrent, ça certainement, mais qui permettent qu'il y ait de la solidarité entre eux, tout ça c'est complètement inexact. C'est simplement parce que l'Union européenne est au service d'intérêts privés précis et qu'il y a un moment donné, il est toujours plus pratique de socialiser
les pertes et de privatiser les bénéfices. Bien, effectivement, oui, à partir du moment où on coupe le libéralisme en deux, on peut toujours en trouver une moitié disgracieuse et puis garder l'autre en l'intégrant à sa tradition. Mais je voulais quand même revenir sur le distinguo qui a été fait entre liberté politique et liberté économique, et sur les droits qu'aurait conféré, les droits à créance qu'aurait conféré la déclaration des droits de l'homme de 48, universelle. C'est évidemment une escroquerie, on n'est plus dans la liberté, on est dans l'égalité. Mais l'égalité forcée, plus l'égalité formelle comme elle l'était au départ. Pourquoi ? Parce que rien n'est gratuit. On parle de services publics que l'Union européenne démolirait. D'abord, il en reste quand même un certain nombre en France, mais surtout, ces services publics ne sont pas gratuits. Ces services publics sont financés par l'impôt, l'impôt qui est une expropriation partielle, mais une expropriation des individus. Et donc, on ne peut pas prétendre qu'il n'y a pas d'atteinte aux libertés quand on oblige quelqu'un à cotiser pour un système de retraite, quand on oblige quelqu'un à financer l'éducation nationale, quand on oblige quelqu'un à adhérer à la Sécu. Il y a forcément une atteinte aux libertés dans les droits qu'on donne par ailleurs. Il y a un économiste libéral, Frédéric Bastiat, qui était assez bon pour ça, pour expliquer tout ça, qui avait écrit un pamphlet qui s'intitulait « Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas ». Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est les services publics que certains veulent défendre, ce n'est pas mon cas, et ce qu'on ne voit pas, c'est tous les impôts qu'il faut collecter, et donc toutes les expropriations des individus qu'il faut faire pour financer ces services. Et ce qu'on ne voit pas non plus, c'est la restriction de liberté qui est imposée aux individus. Par exemple, la carte scolaire pour l'éducation. On dit beaucoup que l'Union européenne va libéraliser tout ça. En tout cas, j'attends de voir. Mais la deuxième chose, c'est que quand bien même l'Union européenne prendrait des décisions dans ce sens, on inverse en fait toute la logique du libéralisme. C'est que l'Union européenne, c'est une structure technocratique, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Et il y a un vrai paradoxe, contrairement à ce qui a été dit, il y a un vrai paradoxe sur le fait que cette technostructure veuille libéraliser. Le libéralisme, il repose sur le principe de subsidiarité, et le principe de subsidiarité, c'est, ça part de l'individu, à la famille, au quartier, à la commune, à la région, au pays, au continent ensuite. L'Union européenne s'est approprié ce concept du principe de subsidiarité pour dire, en fait, c'est la structure centrale qui délègue, en fait, c'est de la décentralisation, qui délègue à l'échelon inférieur ce que cet échelon peut faire. Et donc, effectivement, l'Union européenne prend des directives qui vont dans le sens d'un encadrement de la concurrence. Mais on n'est déjà plus dans le libéralisme, en fait. Même si ça ne convient pas aux socialistes, j'en conviens. Je n'ai pas prétendu, comme Vladimir Bukovski, que l'Union européenne c'était l'URSS. C'est une union social-démocrate. On pourrait dire socialiste aussi, mais j'aurais tendance à dire social-démocrate quand même, par nuance. À partir du moment où l'Union européenne prend des règlements pour assurer un bon fonctionnement des marchés, quand bien même ça enrichirait un certain nombre de personnes et quand bien même ça déplairait beaucoup aux socialistes et aux étatistes de tout poil, on n'est pas dans le libéralisme. Parce que c'est vraiment l'esprit de la liberté, en l'occurrence, et moins dans les bénéfices qu'on pourrait attendre de la concurrence, par exemple, sur le plan économique, que dans le fait de laisser les acteurs le plus possible libres de leur choix. Ce n'est pas le cas dans l'Union européenne. Il faut vraiment quand même revenir toujours aux fondamentaux. C'est que on parlait du fait que le budget de l'Union européenne était essentiellement composé de subventions. Pour revenir à Frédéric Bastiat, ces subventions, elles ont été prises ailleurs et elles ont forcément nui à d'autres acteurs. Donc le libre jeu des acteurs sur le plan économique est complètement faussé et complètement écrasé par l'Union européenne. Oui, enfin, c'est vrai que toutes ces théories reposent sur cette idée comme quoi l'agrégation des intérêts particuliers, ça fait un intérêt général et qu'il faut laisser le jeu des acteurs complètement libre, etc. Encore une fois, toutes ces choses-là ont
ont été tranchées. C'est-à-dire que, évidemment, on constate que à partir du moment où une personne privée a des moyens considérables, il aura tendance à rechercher et à maximiser son intérêt particulier, y compris en prenant des raccourcis qui pourraient consister par exemple à surexploiter la situation de dénuement dans laquelle se trouverait quelqu'un d'autre et à l'amener à, par exemple, faire un travail qui, s'il n'y a pas de réglementation, sera proche d'un non-paiement de ce travail et proche de l'esclavage. Donc, au bout d'un moment, on tombe sur une espèce d'aporie, c'est que le libéralisme tue la liberté concrète. Et tout ça, ce sont des choses qui ont pu être constatées dans l'histoire. Si, après tout, il y a eu, et je crois qu'il ne faut pas faire l'économie de l'histoire et simplement partir sur des théories, mais voir concrètement comment les choses se passent, s'il y a eu effectivement un certain nombre d'événements historiques par lesquels on voit des affrontements entre classes sociales, par exemple, entre individus, par exemple, entre personnes de conditions différentes aussi. Vous voyez, j'utilise tout un tas de mots différents pour signifier à peu près la même chose. C'est bien qu'il y a des raisons et que si on laisse simplement au hasard et aux fortunes personnelles le soin de décider l'intérêt général, comme le libéralisme pur et dur nous y invite, on tombe dans un système qui ne sera pas celui du chaos nécessairement, mais celui où une grande masse sera exploitée par une toute petite. Et de ce point de vue-là, je crois que personne, sauf rares exceptions, ne souhaite cette situation-là. Je voudrais revenir sur ce qui nous importe directement, c'est-à-dire l'Union européenne. Lorsque, par exemple, on parle de services publics, le problème que pose l'Union européenne, c'est que elle finit par imposer, avec la complicité active des États, attention, il ne s'agit absolument pas de retirer la responsabilité des États, elle finit par imposer un certain nombre de règles du jeu qui sont faites de sorte que le choix collectif et donc démocratique de faire des services publics, quoi qu'on en pense par ailleurs, ce choix-là n'est plus possible. C'est là le problème, c'est-à-dire que si au moins il y avait à un moment donné un certain nombre de décisions politiques claires qui consisteraient pour les populations des États concernés à dire en effet, on veut la concurrence partout, les subventions c'est mauvais, les services publics ça ne va pas, on veut libéraliser tout ça, eh bien alors à ce moment-là la loi de la démocratie l'emporterait, ça ne me ferait pas plaisir personnellement mais je m'inclinerais. Or on n'a pas ça du tout. Le mécanisme c'est quoi ? Ce sont des règles qui sont mises à un niveau qui sont inatteignables en réalité par les populations, qui s'aperçoivent 10 ou 15 ans après que les dés en sont jetés, que, eh ben, effectivement, il va falloir libéraliser le transport ferroviaire, il va falloir libéraliser le fret, il va falloir libéraliser l'électricité, etc. Et on va arriver, dans quelques années, une augmentation colossale du tarif de l'électricité, parce que quelque part, il s'est trouvé à un moment donné, au milieu des années 80, une réglementation, ou plus exactement une directive de libéralisation de l'énergie qui a été lancée et qui amène à cette situation merveilleuse de créer un marché là où il n'existait pas en réalité, et de créer un marché avec toutes les conséquences néfastes que ça aura pour, je parle de l'électricité, les consommateurs, l'environnement, même la fiabilité de ce marché-là, parce qu'on va aussi devant de très grands désordres dans la production et dans la distribution électrique. Pour prendre ce seul exemple. Et c'est là le problème majeur à quoi on est confronté avec l'Union européenne. La question n'est pas tellement de savoir si elle est libérale ou socialiste, elle est évidemment libérale. La question, elle est qu'elle n'est pas démocratique. Et à partir du moment où elle n'est pas démocratique et où les États l'utilisent pour permettre que des décisions soient prises qu'ils n'oseraient pas prendre eux-mêmes, parce qu'autrement ils seraient confrontés à des émeutes, eh bien on a effectivement un problème qui est très sérieux avec ce type de construction qui vide toute possibilité de vie démocratique. Je crois qu'il y a quand même une confusion sur le sens de la liberté.
La liberté, c'est pas l'opportunité. C'est-à-dire dire qu'un riche est plus libre qu'un pauvre parce qu'il a plus d'argent n'a aucun sens. Du moment que les droits de l'individu, les droits qui préservent l'individu, sont garantis, la liberté du riche est la même que la liberté du pauvre. C'est l'opportunité qui sera différente. On peut être contre, mais alors, si on est contre, il faut aller au bout de sa logique et accepter eh bien, que le riche soit abaissé pour faire monter le pauvre. C'est le principe de la mise en commun des ressources et il y a une atteinte à la liberté, comme je l'ai expliqué, ne serait-ce que par la fiscalité. Mais il y a un point plus important, c'est on parle de services publics et donc des services qu'ils rendent en matière d'électricité, de poste, de transport, comme si en fait le libéralisme était antisocial et que ces services ne pourraient exister que dans un cadre public, étatique. Encore une fois, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et j'aimerais bien quand même qu'on se pose la question, si on ne prenait pas autant d'argent public pour financer ces services, est-ce qu'il n'y aurait pas davantage d'argent pour que ces missions soient assurées par le privé? Puisque évidemment, les ressources seraient à nouveau disponibles. Donc il y avait ça quand même qu'il fallait rappeler. Et il y a une autre chose quand même, c'est au niveau du caractère démocratique des services publics. Quand bien même la majorité de la population serait d'accord pour que la Sécu soit imposée à tout le monde, ce ne serait pas une raison. Il suffirait qu'il y ait une personne qui ne veuille pas en faire partie pour que ce ne soit pas légitime, puisque cette personne ne serait pas d'accord avec ce que ça implique pour elle-même. Et puisque nous parlons de l'Union européenne, j'entends quand même beaucoup parler de libéralisation des services publics, mais depuis que je suis né dans les années 80, je l'ai dit, il y a eu des velléités libérales auparavant dans l'Union européenne. Mais ce que j'entends de plus en plus, moi, c'est un petit peu, c'est des idées qui se germent au sein de l'Union européenne, puisque, rappelons-le, il y a un groupe socialiste important, il y a des commissaires européens qui sont d'étiquette politique socialiste, et bien ils germent l'idée quand même de constituer des services publics européens. Ça n'a pas encore été imposé, l'Union européenne a beaucoup de mal, on comprend pourquoi aujourd'hui, à mettre en place un petit peu toutes ces politiques, mais c'est quand même des idées qui en font partie. Donc, essayer de dire qu'à l'intérieur de l'Union européenne, il n'y aurait que des libéraux, ce serait quand même assez contraire à ce qu'on peut entendre quand on écoute un petit peu les débats européens. Mais il y a encore une autre chose sur laquelle je voudrais revenir, parce que c'est quand même pas très clair. Dire qu'il est évident que l'Union européenne est libérale quand elle crée qu'elle crée une concurrence ou qu'elle prend des réglementations pour organiser un marché, c'est autocontradictoire. Une réglementation qui organise un marché n'est pas compatible avec les principes du libéralisme. Voilà. Donc après, effectivement, on peut se poser la question, et c'était pertinent de le faire. La question n'est pas tant de savoir si l'Union européenne est libérale. Je pense avoir dit pas mal de choses qui prouvent le contraire. Mais si elle est démocratique, elle n'est pas démocratique. Ça, nous sommes d'accord là-dessus. Mais j'ai envie d'aller jusqu'au bout de la logique, encore une fois en recollant les libertés politiques et économiques. Si elle n'est pas démocratique, elle ne peut pas... en considérant que la liberté économique est aussi importante que la liberté politique, elle ne peut pas être libérale. Voilà. C'est quand même ça qu'il faut arriver à démêler, les chevaux qu'il faut arriver à démêler dans l'opinion. Une fois qu'on aura compris que la liberté politique n'est pas pleine tant que les libertés économiques des individus ne sont pas assurées, eh bien on pourra... on n'arrivera pas à comprendre ce dont il est question ici. La question, c'est que une structure qui n'est pas démocratique sur le plan politique ne le sera pas sur le plan économique et inversement. Et avec l'Union européenne, eh bien, on a des atteintes aux libertés dans les deux sens. Il y a aussi, puisqu'on essaie de rentrer dans le détail du fonctionnement de l'Union européenne, il y a quelque chose peut-être avec quoi, assez paradoxalement, on va peut-être arriver
à dire des choses semblables. Je dis assez paradoxalement parce qu'effectivement, on aura compris à quel point nous sommes éloignés. C'est sur le rôle des socialistes ou des sociodémocrates, pour le dire autrement, dans le fonctionnement de l'Union européenne. De ce point de vue-là, c'est quelque chose qui est très très important politiquement parce que, en effet, les sociodémocrates, quels qu'ils soient, je veux dire les sociodémocrates de l'ensemble de l'Union européenne, sont arrivés au milieu des années 80 devant un mur. C'est-à-dire qu'ils ont été dans l'impossibilité de changer la vie dans les États où ils étaient en charge des responsabilités. C'est-à-dire que dans les années 80, où, je vous le rappelle, pratiquement 12 ou 13 États sur 15 à l'époque étaient dirigés par des sociodémocrates, on a eu ce constat qu'ils n'arrivaient pas à aller jusqu'au bout de leurs promesses électorales, les mettre en place, pour tout un tas de raisons. Ils ont renoncé à ce qui les avait portés au pouvoir à ce moment-là, et ont rallié largement le libéralisme à devenir maintenant ce qu'on peut appeler des sociaux-libéraux ou des libéraux sociaux, on mettra ça dans le sens qu'on voudra, c'est-à-dire à composer cette espèce de pâté d'alouettes, un cheval, une alouette, un cheval de libéralisme, une alouette de socialisme ou une alouette de préoccupation sociale. C'est à peu près comme ça maintenant que les partis sociaux démocrates fonctionnent en Europe. Et de ce point de vue-là, il est parfaitement exact de dire qu'il y a une fusion, alors je dirais pas une osmose, faut peut-être pas exagérer, mais enfin, il y a des points de convergence extrêmement forts, extrêmement nombreux, sur l'essentiel, on va dire, en tous les cas au niveau de l'Union européenne, entre les sociodémocrates et tout ce qu'on appelle le Parti populaire européen, c'est-à-dire ce qui, d'une manière générale, regroupe les démocrates chrétiens et les conservateurs dans cette même entité un peu fourre-tout au niveau du Parlement européen. Et de fait, dans la Commission, quand on regarde bien, un certain nombre de postes clés sont détenus par des sociodémocrates. Il n'y a pas encore tellement longtemps, le poste clé du commerce international, par exemple, était tenu par une travailliste anglaise qui succédait à un travailliste anglais. Donc globalement s'inscrivant dans cette vague social-démocratie, vague mouvement dont j'ai parlé jusque-là. Et donc le problème à quoi on est confronté, c'est une espèce d'alliance qui va très très loin d'un point de vue politique entre d'une part des conservateurs, des libéraux, des démocrates chrétiens, des sociodémocrates. Et le problème à quoi on est confronté aujourd'hui quand on s'occupe de ces questions-là, c'est bien qu'il y a une difficulté à faire bouger politiquement les choses du fait d'une alliance objective entre des partis politiques qui pourtant se disent différents les uns des autres. À plusieurs reprises, par exemple, on a vu le Parti socialiste français nous expliquer qu'il va faire l'Europe sociale demain matin dès lors qu'il gagne les élections, et on voit ce que ça donne aujourd'hui, c'est-à-dire une Europe totalement antisociale. C'est un des problèmes de plus qui se pose aujourd'hui du fait de l'Union européenne, c'est-à-dire non seulement ce que j'indiquais jusque-là, c'est cette espèce de carcan difficilement atteignable pour les populations, mais aussi une modification des lignes de force politiques qui fait qu'à bien des égards, y compris les sociodémocrates, se sont ralliés aux politiques libérales de l'Union européenne. Alors, sur le début, je suis d'accord, effectivement. Il y a eu finalement une convergence entre des tendances politiques qui étaient censées être opposées. Il est assez difficile, quand on s'intéresse un petit peu à l'actualité européenne, de vraiment distinguer le discours du Parti populaire européen de celui du Parti socialiste européen. D'ailleurs, les sigles sont pratiquement les mêmes, il y a juste la lettre du milieu qui change. Cela étant dit, de fait, les politiques de l'Union européenne font à peu près l'unanimité parmi les sociodémocrates et
dits conservateurs qui font partie qui sont dans les instances de décision. Mais alors, du coup, bon, on peut toujours se dire, comme ça a été dit précédemment, finalement la question n'est pas de savoir si elle est libérale. Effectivement, à partir du moment où il y a une telle fusion entre des socialistes et des gens qui sont pas forcément libéraux d'ailleurs, ça peut être des conservateurs, des démocrates chrétiens qui ne sont pas libéraux. Il y a aussi des libéraux dans le lot, mais qui sont en minorité. À partir de là, effectivement, on n'est plus dans une politique libérale. Mais il y a vraiment une chose sur laquelle je veux revenir, c'est sur l'idée que l'Union européenne serait antisociale. Alors moi, j'ai quand même du mal à comprendre ce que veut dire antisocial. Si antisocial veut dire être contre les services publics, encore une fois, je demande à voir les résultats concrets de cette hostilité aux services publics de l'Union européenne, vu tout ce qui reste en France et dans la plupart des pays d'Europe. Mais encore une fois, être contre les services publics, ce n'est pas être contre la société, ce n'est pas être antisocial, puisque le lien social ne se fait pas forcément à partir d'instances publiques, d'instances étatiques. Et j'aimerais quand même qu'on arrive à prendre conscience de ça, aussi bien chez les partisans de l'Union européenne, les européistes, et puis leurs opposants antilibéraux. L'hostilité au service public n'est pas forcément une preuve d'hostilité à la société. D'ailleurs, il faut quand même revenir sur un point, c'est qu'à partir du moment où des services publics sont érigés en monopole, ils s'opposent forcément à la part de la population qui n'en veut pas. Donc, pour moi, la société, c'est la société civile. Donc, la société civile ne s'exprime pas à travers des services publics. Les liens entre les individus se font par d'autres biais. Et d'ailleurs, l'état des services publics français, l'état par exemple de l'éducation nationale et de ce qui se passe à l'intérieur des établissements a plutôt tendance à prouver que ce sont les services publics qui sont antisociaux en ce qu'ils défont les liens naturels entre les individus, les liens sociaux entre les individus. Bon, sur cette dernière assertion, évidemment, on est dans l'affirmation, on n'est pas du tout dans le concret ni dans la preuve, parce que évidemment les services publics ont un rôle social majeur à jouer, et justement l'éducation en est un exemple non seulement actuel, mais sur le plan historique. Sur les questions sociales, oui, les services publics ne résument pas à eux seuls les questions sociales, il y a aussi les conditions dans lesquelles s'exerce le travail, par exemple, qui sont importantes. Et là, récemment, un des exemples qui montre que l'Union européenne est antisociale, ce sont 4 arrêts qui ont été pris par la Cour de justice de l'Union européenne entre septembre 2009 et janvier 2010. Et ces 4 arrêts, Ruffert, Laval, Vauxhall et Luxembourg, disent que si une entreprise veut utiliser des travailleurs qui sont moins payés parce qu'ils sont d'une origine différente que le pays où se fera la prestation de service, eh bien ce n'est pas possible parce que c'est contraire à une des grandes libertés du libéralisme, qui est celui de la liberté d'établissement des entreprises, et qu'à partir de là, on appliquera les règles moins-disantes, c'est-à-dire les règles d'origine des travailleurs. C'est-à-dire que par exemple, un Lettonien qui travaille en Suède sera payé au tarif lettonien, même s'il y a des conventions collectives en Suède qui disent le contraire. Et si par hasard, il y a des syndicats qui disent on va s'opposer à ça en faisant une grève, ce qui après tout relève de leurs droits, eh bien ils sont condamnés parce qu'ils sont contraires, ils font là quelque chose qui est contraire à la liberté d'établissement des entreprises. On voit bien que là, il y a véritablement la mise en place systématique d'un corps juridique, d'un corpus juridique qui va à l'encontre systématiquement des droits, y compris des droits qui ont été acquis au fil des années passées par des luttes sociales importantes dont on voit mal pourquoi et quel motif elles devraient être reniées. Donc en même temps, et là, on repose encore une fois la question de l'Union européenne comme problème démocratique. C'est véritablement là contre quoi on bute constamment. Par quelque bout qu'on le prenne, on arrive à ce même constat que le problème qu'on a,
il est d'abord celui-là, il est essentiellement celui-là, et que tant qu'on ne l'aura pas réglé, on continuera à avoir beaucoup de difficultés. Oui, c'est bon, c'est un petit peu facile de dire qu'il ne faut pas faire de sémantique, mais quand même, on parle finalement de choses concrètes une fois qu'on définit bien le sens des mots. J'insiste à dire que les services publics, qui n'ont pas forcément été demandés par le public, ne sont pas sociaux, dans le sens où une partie de la population n'est pas forcément favorable à ce qu'on lui prenne son argent pour les financer. Donc les élateurs des services publics devraient tout simplement mutualiser leurs efforts pour faire ces services, mais ne pas contraindre les autres à le faire. J'ai quand même du mal, du coup, à voir en quoi l'Union européenne serait antisociale en s'opposant à ces services publics, en partant du principe qu'elle le fait. Mais il y a aussi sur l'affaire de la liberté d'établissement, il y a quand même quelque chose, c'est que, encore une fois, je ne vois pas bien en quoi cette liberté serait antisociale, c'est-à-dire le fait qu'une entreprise aille s'établir dans un pays européen de son choix. Eh bien, écoutez, oui, effectivement, je suis favorable à ce qu'une entreprise européenne puisse aller dans un autre pays européen. Est-ce que c'est à l'Union européenne de dire comment devrait être payé le salarié? Certainement pas. L'Union européenne n'a pas à mettre son nez là-dedans, ça relève des contrats. Et les contrats, le salarié peut effectivement se faire représenter par un syndicat. La condamnation que les syndicats peuvent recevoir, c'est tout simplement quand ils empêchent les autres de travailler. Où là, on n'est plus dans le domaine du droit. Le droit de grève, certes, existe, mais il y a aussi un droit de pouvoir travailler, un droit aussi de pouvoir tout simplement se déplacer et aller librement à son lieu de travail, qui est clairement atteint dans ce cas-là. Je crois que c'est surtout de ça dont il est question. Et alors sur les conquêtes sociales, ça c'est le grand mot qui est employé par les socialistes, qu'il ne faudrait pas remettre en cause. Écoutez, ces conquêtes sociales, si vous voulez tant les préserver, moi je vous les laisse, et je vous laisse mutualiser au plan européen tous les services que vous voudrez entre les individus. Moi, ce que je demande juste, c'est qu'on ne les impose pas aux gens. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe. Si l'Union européenne sert de bélier contre ça, c'est très bien. C'est malheureusement pas concrètement ce qui se passe. Et d'autre part, c'est malheureusement le seul discours qu'on entend beaucoup et qui s'oppose à l'Union européenne là-dessus, c'est pour dire que l'Union européenne est antisociale en détruisant ses services. Voilà. Pour conclure, le nœud du sujet, c'est qu'on nous présente des conquêtes sociales comme des choses vraiment incontestables. On nous dit que l'histoire a tranché, mais l'histoire continue. Il n'y a pas de fin de l'histoire. Et moi, je prétends que toutes les structures collectivistes, socialistes qui ont été mises en place correspondaient à un accident dans l'histoire, qu'on finira par revenir dessus. Je doute que l'Union européenne permette de le faire, mais en tout cas, j'y suis favorable. Et je trouve assez hypocrite de la part des personnes qui veulent préserver ces structures collectivistes de reprocher à l'Union européenne de les détruire, alors qu'en fait, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de les mettre en place au niveau européen. Voilà. Oui, on aura compris que pour un libéral, quand il y a des problèmes, c'est qu'il faut plus de libéralisme, et quand les problèmes s'aggravent, c'est qu'on n'a pas encore été assez loin dans le libéralisme. Je crois que le problème qu'on a avec l'Union européenne est d'abord un problème de démocratie, j'espère démontrer abondamment. Et il est un problème de démocratie parce que finalement, les politiques de l'Union européenne, les politiques des gouvernements qui, bien sûr, sont responsables de ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, il ne s'agit pas du tout de les dédouaner. Ces politiques visent finalement à transformer toutes les relations humaines en marchandises. À partir du moment où on marchandise tout, on arrive vers quelque chose très très rapidement qui ressemble très vite à autre chose qu'une société civilisée ou policée, même simplement. On arrive à quelque chose qui ressemble très très nettement à une barbarie du tous contre tous.
Et cette barbarie du tous contre tous, c'est véritablement là le problème à quoi on est confronté, quelles que soient les idéologies qu'on peut par ailleurs défendre. Parce que le fait de dire que toutes les activités, absolument toutes les activités humaines doivent être soumises à la concurrence, est un problème qui va au-delà même des questions économiques, qui est évidemment un problème politique, qui est bien entendu un problème culturel, qui au final est un problème de société. Nous avons là un problème de société. Alors évidemment, dans mon esprit, ce vers quoi nous devons aller, et peut-être que cette crise nous y aidera, en tous les cas, si elle sert à quelque chose, j'espère que ce sera à ça, c'est d'arriver à descendre enfin le libéralisme dans les poubelles de l'histoire, comme les peuples ont déjà descendu le communisme de caserne dans les poubelles de l'histoire. Mais ça passe à un moment donné par effectivement un réarmement intellectuel, un réarmement politique. J'ai parlé des difficultés qu'on avait, y compris avec la social-démocratie aujourd'hui, qui est très très loin du compte, et qui passe aussi par le fait de constater la crise fondamentale dans laquelle nous nous trouvons, qui est la crise, non seulement la crise financière, la crise économique, mais une crise politique, une crise de démocratie, qui trouve un nœud au niveau européen. Il va falloir effectivement, à un moment donné, trancher ce nœud. Ce que je forme le vœu que ça ne soit pas de manière ni brutale, ni violente, ni dans le sens, si on peut y arriver autrement, ce sera toujours bien. Mais j'ai aussi quelques craintes sur la capacité que nous avons à faire les choses, que nous aurions à faire les choses sereinement. Toujours est-il, l'Union européenne n'est pas une solution, c'est le problème.